Je suis né le 1er mars 1955 à Paris. Une famille juive fraîchement émigrée d'Algérie, les fameux pieds noirs. Mon père avait pressenti ce qui allait se passer comme événement, donc il était parti bien avant tous les autres. Il n'avait aucune ambition pour ses enfants, par exemple. C'est incroyable. Il s'en foutait complet. Ma mère aussi, d'ailleurs, il s'en foutait complet. Ce qui est quand même un gage de liberté. Nous sommes nés dans une famille de 8 enfants, au milieu, donc 3 filles au début, 3 filles après, et là 2 garçons. Ça veut dire qu'on était jumeaux. Le fait d'être jumeaux a tracé en fait la direction de ma vie. Alors dès le départ, j'ai joué la différence. Jouer la différence, ça voulait dire en fait rechercher de nouveaux modes d'action, d'expression qui n'étaient pas celles de mon frère. Qui dit adolescence, on parle d'études. Et là, comme dirait Coluche, les études m'ont poursuivi plutôt que je les ai suivies. Et mes professeurs répétaient souvent « Alain, tu feras jamais rien de ta vie ». Bien, à 16 ans, c'était la rupture totale, puisque on voulait me mettre dans un lycée technique. Bon, j'ai tenu 3 mois et j'en suis parti. J'ai décidé de partir avec 2 amis faire la route. C'était un voyage initiatique. Donc où est-ce qu'on partait? On partait en Inde. Alors cette route a été longue, 1 an et demi, 4 mois en Afghanistan. J'ai passé beaucoup de temps au Pakistan pour enfin arriver aux portes de l'Inde. Je ne suis pas resté très longtemps en Inde et je suis revenu. Et là, je pense que j'ai eu une de mes plus grandes leçons de vie. Je suis parti. J'étais un adolescent, un jeune homme assez mal dans sa peau. Quand je suis revenu, j'étais un jeune homme d'1 an et demi de plus, malheureux, qui ne trouvait pas sa place dans sa vie. Je suis revenu à la case départ. Voilà. Et donc ça, c'est quand même une leçon, une grande leçon. Hein. Bouddha dit, le monde entier est dans sa tête. Donc dans l'informatique, j'ai choisi en fait d'inventer un métier là où les grandes entreprises achetaient des micros qui étaient très rapidement obsolètes. Donc ce que j'ai proposé, ça a été de dire voilà, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un ordinateur, c'est d'une énergie informatique. Et cette énergie informatique, je vais vous la donner et elle va, je m'engage à ce qu'elle évolue tous les 18 mois, au double de sa puissance. L'entreprise, c'est comme un bateau. Vous avez un skipper, il a une stratégie, il sait où il veut aller. Si vous êtes 8 personnes à dire où on doit aller, le bateau il va tourner en rond. Hein. Depuis 40 ans que je suis entrepreneur, je ne me suis jamais véritablement associé, même si mon équipe constitue le plus gros de mes forces. Je prends énormément de conseils, mais je décide toujours tout seul. Et ça, c'est un principe que je garderai jusqu'à ma mort, n'est-ce pas? À l'occasion de vacances, dans un centre où il y avait beaucoup de stages, j'ai fait un premier stage de sculpture sur pierre. Et là, ça a été ma révélation. C'est là, en fait, où j'ai relié, grâce à la sculpture, mes aspirations artistiques, philosophiques, méditatives. Ce que la pierre vous donne, c'est que lorsque vous cassez, si elle se rompt à un endroit auquel vous ne vous attendiez pas, eh bien, c'est comme la vie. La vie est faite de ruptures, d'accidents. Et là, en fait, ça vous donne l'opportunité de façonner à travers ces ruptures.
Si vous vous désolez à chaque fois que vous avez une rupture, donc un problème, à ce moment-là, votre vie va être un enfer parce que des problèmes, vous en avez 3 par jour, 10 par mois. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous en avez 15 par heure. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai décidé de revendre mon entreprise et de faire autre chose. Et sûrement quelque chose d'artistique, ce n'était pas encore très clair pour moi, mais en tout cas, ça m'a libéré de cette dynamique qui finissait par m'user. 2000, j'étais libéré de cette entreprise et c'est là que j'ai rencontré un lieu. C'est un lieu qui était absolument incroyable. Un grand parc de 14 hectares, 10 000 mètres carrés de bâtiments qui avait été utilisé, parce que ça ne leur appartenait pas, par la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Il y avait des sculptures d'Armand, Spoeri, César et bien d'autres. En 2 ans, j'en ai fait vraiment un magnifique lieu, en même temps événementiel, en même temps artistique. Et j'avais beaucoup de projets pour ce lieu, mais je n'ai pas pu le terminer. Je me suis retrouvé à un moment donné à devoir partir du lieu et à absolument tout perdre. Voilà. Ça, c'était une expérience que beaucoup d'entrepreneurs vivent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils construisent, et puis à un moment donné, un événement ou un autre fait que l'on perd tout. Quelque part, cet événement qui a fait que je me suis retrouvé avec plus d'argent, plus de lieux pour faire vivre ma famille, ça a été une chance pour moi. À ce moment-là, une amie m'a indiqué la porte d'Amamaï et j'ai découvert cette technique Vipassana qui était un enseignement du Bouddha, une méditation extrêmement puissante, extrêmement ancrée. Et donc ça m'a fait comprendre en fait que tout vient de soi-même. C'est moi-même qui me suis mis dans cette situation-là. Et donc quelques mois après, je décidais de partir dans l'aventure de l'Albâtre. Souvent, les gens me demandent mais comment cette idée vous est venue? Alors je vais vous le raconter, comment je suis venu à l'Albâtre. Voilà. En tant que sculpteur, je sculptais beaucoup l'Albâtre. Et c'était ma pierre de prédilection parce que c'est une pierre qui est en même temps tendre et résistante. Et on a un grain qui est extraordinaire. Bon, j'ai eu l'occasion de découvrir en créant en fait une sorte de fleur qui était une sculpture que j'avais faite pour Christelle, ma compagne adorée. Et donc j'avais creusé en fait toutes les parois, donc peut-être 2 cm comme ça. Et donc ça me donnait une sculpture qui était en forme de tulipe comme ça, donc assez grande. Et je me suis dit pourquoi pas avec cette forme-là en faire un luminaire en fin de compte. J'ai mis une lumière à l'intérieur. Dès que je l'ai éclairé, alors là j'ai vu un monde que j'imaginais pas. Je dis toujours que l'Albâtre sans lumière, c'est un monde sans musique. L'Albâtre a une puissance absolument incroyable. Je l'ai beaucoup écouté, je l'ai beaucoup sculpté et j'avais vraiment un lien extrêmement fort avec l'Albâtre. Souvent je dis le patron d'atelier Alain Hélouz, c'est pas Alain Hélouz, c'est l'Albâtre. À ce moment-là, j'ai décidé de créer une entreprise avec cette pierre, qui était en fait considérée comme désuète dans le monde de la décoration de luxe. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il va falloir que j'engage un designer avec moi.
J'ai eu la chance de tomber directement sur une jeune diplômée de l'INSAD. Alors, donc là, la meilleure école de France, sinon du monde. Marion Bier était quand même juste majeure de sa promo à 25 ans, donc très jeune. Et on ne sait pas pourquoi, elle a décidé de s'associer à l'aventure. 2005, nous sommes en 2022, c'est-à-dire 17 ans, et Marion est toujours avec moi, plus qu'avec moi, c'est mon associée. C'est avec elle que nous créons le futur d'Atelier Alain Helouz. C'est avec elle que nous supportons en fait toutes les péripéties. J'ai eu donc deux chances dans ma vie. Un, de rencontrer l'Albâtre, deux, de rencontrer Marion Bier-Sauvêtre. On a tout inventé à Atelier Alain Helouz. Le métier n'existait pas. Les menuisiers de l'Albâtre, ça n'existait pas. Nous les avons formés. Les techniques pour rendre l'Albâtre, qui est une pierre qui va être friable, pour la rendre solide, pour la rendre utilisable dans des œuvres, tout ça, c'est des choses que nous avons découvert avec mon équipe et notamment avec Marion. Il a fallu des années pour le faire. Aujourd'hui, nous sommes les seuls au monde à être capables de faire des œuvres comme l'Infinity. Ça demande une technicité extrêmement précise, mais aussi un goût de l'aventure, un goût du risque. Ça n'a pas été de suite comme ça en claquant des doigts que nous sommes arrivés sur ce marché de luxe. Tout d'abord, nous avons travaillé avec l'architecture. Nous répondions à une demande des clients de bars spécifiques qui pouvaient être très très longs, hein, des 20 mètres de long, des murs absolument incroyables. Le plus haut que nous ayons fait, c'était 27 mètres de hauteur. En 2014, nous avons choisi de développer des collections. C'est des collections de luminaires. Nous avons une équipe de 6 designers. Bien entendu, l'écriture est principalement donnée par Marion. Mais ensuite aussi, on a été plus loin parce que je me suis dit, il y a une terre à conquérir en allant conquérir l'Amérique. Alors l'Amérique, ça ne se conquiert pas comme ça. Il va falloir aller sur place. C'est ce qu'on a fait. En 2017, j'ai décidé d'ouvrir un showroom, d'ouvrir une société, d'investir dans une équipe pour aller à la conquête du marché américain. Les Américains sont très difficiles à conquérir parce que c'est American First. Donc si vous avez des produits qui sont semblables, voire moins bien que ceux d'un Américain, alors vous n'aurez jamais aucune chance de leur vendre quoi que ce soit. Par contre, ce sont des esthètes, des amateurs. Si ils voient dans vos produits quelque chose d'innovant, quelque chose qui leur apporte en fait de la différence, alors là, ce sont les meilleurs clients du monde. Je revenais d'un voyage à Beyrouth où j'ai eu une demande d'un ami architecte qui était sur une forme assez particulière, qui était un peu comme ça, et qui a donné en fait naissance à la gamme Infinity. Et cette gamme, elle est extraordinaire. Alors ça n'a pas emporté l'adhésion de suite de l'équipe de design parce que c'était quelque chose de différent, d'assez nouveau, techniquement de très très compliqué à gérer. Mais en fait, j'ai la chance que l'équipe de design prenne quand même mes propositions pour essayer au moins de les développer. L'Infinity intéresse énormément les galeries d'art. Donc on a beaucoup de demandes de galeries d'art qui disent « Ah, je veux absolument le Liberty, l'Infinity ou des modèles comme ça en tant qu'œuvre d'art ». Et là, ça a été une vraie réflexion avec mon équipe et avec Marion de dire est-ce que l'Infinity est entre guillemets une œuvre d'art que l'on va vendre
en tant que tel, ou est-ce que ça reste un luminaire? Je pense que le côté de son utilité, un luminaire, ça éclaire, est prédominant dans le design. Lorsque on va rentrer dans le domaine de l'art, c'est un autre concept. Et là, effectivement, il fallait se positionner par rapport à ça. Alors, on a décidé ensemble que l'Infinity devait rester dans la gamme du design, même si c'était un design très affirmé sur la partie art, mais qui restait tout de même dans notre étagère, on va dire design, pour en fait découvrir un autre univers qui était l'albâtre et l'art. L'idée de la fondation s'est imposée pour donner un cadre à nos nouvelles recherches. L'art se doit être disruptif. On doit casser des codes pour aller en chercher de nouveaux. Et c'est ce qu'on veut faire avec l'albâtre. C'est ce que j'ai toujours voulu, d'avoir un terrain de jeu qui permette l'expérimentation 360 degrés. Donc j'adore cette période. Je suis tellement heureux aujourd'hui d'ouvrir cette fondation et de donner aussi l'opportunité à des tas d'artistes de venir participer à la révolution que l'albâtre peut amener dans le monde de l'art. Nous allons convier dans la fondation tous les artistes. Quand je dis tous les artistes, c'est toutes les disciplines d'art. Bien entendu, on aura des sculpteurs, mais pas que, des designers, des peintres, des photographes, des danseurs, des conteurs, de l'art brut, de la performance, des artistes émergents, mais aussi des artistes connus. Nous allons lancer 4 collections cette année. Pour vous en donner peut-être quelques-unes rapidement, après Pixel d'Albâtre qui va encore se développer, il va y avoir la collection tableaux de maître sur Albâtre. C'est en fait pouvoir d'une manière picturale jouer avec les lignes fortes de l'Albâtre, les lignes intérieures. C'est comment un peintre, comment un photographe s'approprie en fait les paysages absolument incroyable de l'Albâtre pour en faire son propre paysage et pour donner une dimension artistique et picturale absolument nouvelle. Et bientôt, on va pouvoir voir apparaître dans le monde de l'art les tableaux de maître d'Albâtre. Et ça, sans être une véritable révolution, en tout cas c'est du nouveau. En tout cas, c'est des choses qui ne sont pas vues. C'est ça qui est intéressant. Il faut inventer. L'art est là pour inventer. C'est très ambitieux, c'est dynamique pour les artistes, c'est dynamique pour l'Albâtre. Je pense que quelque part, ça donne une pulsion, une projection de l'Albâtre dans un monde nouveau qu'il n'avait encore pas atteint. Là, on n'est plus dans le monde de la décoration, on est dans le monde de l'intime, de la créativité et le monde de l'art.